Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce forum de ce soir portant sur le thème intégration des personnes handicapées à la fonction publique nigérienne, avancées et défis. Le Niger compte un peu plus de 700 000 personnes handicapées selon le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2012, ce qui donnait une proportion de 4,2% de la population globale nigérienne. Ce nombre de personnes handicapées est estimé en 2023 à environ 1 million de personnes. L'État du Niger a réaffirmé dans sa constitution du 25 novembre 2010 son attachement au principe de l'État de droit et des droits humains, ainsi que son engagement à respecter les droits des personnes handicapées. C'est ainsi que l'article 26 de la loi fondamentale dispose, je cite, l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et ou de leur réinsertion sociale. Parmi les textes en vigueur au Niger figure la loi de décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux relatifs à leur insertion et son décret d'application qui prévoit un quota de 5% des postes d'emploi aux personnes handicapées. Quelles sont les avancées réalisées par le Niger dans le cadre de l'intégration à la fonction publique des personnes handicapées? Quels sont les défis à relever pour une meilleure promotion du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Madame Moussa Ishatou. Elle est la directrice de la promotion des personnes handicapées et de l'inclusion sociale au ministère en charge de la santé et de la population. Notre deuxième invité est Monsieur Hamani Ali Abdelaziz. Il est le président du comité des jeunes chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Nous avons également comme invité Monsieur Munkeila Danfiroun. Il est conseiller à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il est par ailleurs conseiller à l'inclusion des personnes handicapées au Comité international de la Croix-Rouge CICR. Nous avons également invité à ce forum le ministère de la fonction publique qui a en charge donc l'organisation des concours, mais ce ministère n'a pas répondu présent à notre invitation. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Deji. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de ce soir ayant pour thème intégration des personnes handicapées à la fonction publique au Niger, avancées et défis. Monsieur le conseiller Munkeila Danfiroun, d'abord, quelle est la situation actuelle des personnes handicapées au Niger? Merci Monsieur Michel de cette opportunité que vous nous offrez pour en débattre sur la situation des personnes handicapées, notamment sur leur intégration à la fonction publique. Alors, du point de vue statistique, la situation des personnes handicapées, vous l'avez vous-même rappelé, au Niger en 2012, après le recensement de la population. L'INES a eu comme résultat 4,2%, soit les 715 497 personnes, qui ont été classées par catégorie du handicap. Mais le taux, le nombre se trouve plus élevé au niveau des personnes handicapées qu'on appelle les polyhandicapés, ceux qui ont plusieurs handicaps, ceux qui ont le plus grand nombre dans ces 4,2%. Ensuite, vous avez le handicap physique qui vient en deuxième position, l'handicap visuel, vous avez l'handicap auditif et ainsi de suite. Dans les 4,2% également, vous avez 2,9% qui sont représentés par les femmes handicapées.
Voilà un peu la situation du point de vue statistique des personnes handicapées au Niger en 2012. Ça, c'était en 2012, mais certains estiment que ce nombre doit être actuellement à environ 1 million, c'est ça? Ou plus même, parce que nous savons tout ce qui s'est passé lors de ce recensement. Il y a eu un rapprochement, un début de rapprochement avec l'INES pour qu'ils puissent comprendre comment aller vers ce recensement des personnes handicapées. Et actuellement, tout un travail gigantesque est en train d'être fait pour qu'on ait les chiffres qui reflètent réellement le nombre de personnes handicapées au Niger à travers le Washington Group. Et d'ici peu de temps, on aura que l'histoire nous donne raison que nous dépassons les 4,2% de la population. C'est vrai, il faut signaler qu'il y a le 5e recensement général de la population qui va bientôt démarrer. Merci beaucoup. Madame Aïchatou Moussa, vous êtes la directrice des personnes handicapées au ministère en charge de la population. Quand on parle de personnes handicapées, ça veut dire quoi en réalité? Merci, M. Michel, de nous avoir donné l'opportunité pour participer à ce forum. Donc, on peut définir une personne handicapée comme toute personne présentant une incapacité physique, sensorielle ou mentale et qui lui empêche de participer pleinement à la vie, au développement socio-économique de la nation. Ça, c'est selon quel texte? Puisqu'il y a plusieurs textes qu'on utilise. Il y a la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a la loi de... Voilà, donc la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donner cette définition. Et Madame la directrice, on dit personnes handicapées ou personnes en situation de handicap juridiquement? Qu'est-ce qui est recommandé? En tout cas, selon la CDPH, selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui date de 2006. Qui date de 2006 et dont le Niger a ratifié le 24 juin 2008. En 2008. Oui. Donc, on parle de personnes handicapées. On parle de personnes donc, handicapées. La situation qu'on peut faire la différence qu'on peut faire entre une personne handicapée et une personne en situation de handicap. Une personne en situation de handicap n'est pas forcément une personne handicapée. Par exemple, si on prend le cas d'une personne qui est victime d'un accident et que cet accident-là fait en sorte qu'elle est en situation de handicap, elle ne peut pas faire les déplacements, il faut qu'elle se déplace avec une béquille. Et après avoir retrouvé sa santé, elle laisse les béquilles et elle continue sa vie normale. Donc c'est ça. Elle est à un certain moment, elle est en situation de handicap. Est provisoire. Il n'est pas forcément dit qu'elle est handicapée, parce que l'handicap, il faut que ça soit durable. Oui. Merci beaucoup pour cette précision. Madame la directrice, il faut rappeler que l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006 a prévu le droit au travail aux personnes handicapées. Cet article dispose, je cite, « Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouvert, favorisant l'inclusion et accessible aux personnes handicapées ». C'est dans cette optique que le Niger s'est doté, on l'a rappelé en décembre 2019, de la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'insertion des personnes handicapées au Niger et son décret d'application qui prévoit un quota de 5% des postes d'emploi aux personnes handicapées au Niger. Ces dispositions sont-elles respectées? Monsieur Ali Hamani, président du comité des jeunes pour le suivi du recrutement des personnes handicapées à la fonction publique nigérienne. Merci, M. Michel, de nous avoir donné cette occasion de participer à ce forum et de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Merci d'être venu. Donc, nous pouvons dire que actuellement, il y a eu des grandes avancées dans le cadre de l'application du quota de 5% qui est réservé aux personnes handicapées lors des concours de recrutement. C'est vrai, il y a des dispositions de la loi qui ne sont pas du tout favorables
a une application effective, mais quand même, il y a eu une avancée ces derniers temps-là. Quand on parle de 5%, ça veut dire que sur 20 personnes recrutées, au moins une personne recrutée doit être une personne handicapée, c'est ça? C'est ça. Mais là, il y a un problème. Puisque la loi dit 5% des postes. Mais dans le statut général de la fonction publique, on dit que ces 5%-là s'appliquent sur le corps ou sur le cadre. Donc, c'est une façon de réduire les chances pour les personnes handicapées de bénéficier de ces 5%-là. C'est-à-dire qu'il y a une petite contradiction entre ce que dit la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'insertion des personnes handicapées et les dispositions de l'article 82, notamment au niveau de l'alinéa 3 du décret d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Oui. On va rappeler ce que dit la loi. La loi a parlé donc de ce quota au niveau des articles 15 et suivants. Oui. Mais dans le décret d'application, la disposition a été également rappelée du décret d'application qui date de juillet 2021. Je cite article 14. Lorsque les emplois réservés et les profils sont disponibles sur le marché de l'emploi, tout établissement public, toute entreprise privée ou organisation non gouvernementale employant au moins 20 salariés est tenu de réserver un quota de 5% aux personnes handicapées. Monsieur le conseiller de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, à quel niveau se situe en réalité le problème? Bon, moi je ne dirais pas un problème, mais je dirais une lecture différente. Ce que Abdelaziz essaie de nous expliquer nous donne l'idée qu'il y a une autre lecture que le ministère de la fonction publique fait. Du décret pour le statut. Et il essaye de ne pas appliquer le décret de la loi 2019 là, qui prévoit 5%. C'est-à-dire quoi? Dans le cadre ou dans le corps. Par exemple, quand vous avez un concours à l'endroit d'un ministère, on vous dit on a besoin de 5 cadres A1, 13 cadres A2. On revient à la catégorie B, etc. etc. Nulle part, vous avez difficilement là où il y a 20 personnes pour appliquer les 5%. Et c'est ça l'application dans le corps ou dans le cadre. Alors qu'on dit pour le compte d'un ministère, il y a 800 agents à recruter. On doit tout simplement faire le calcul, ressortir les 5%. Et maintenant, en fonction des profils recherchés, quand les personnes handicapées répondent à ces profils-là et qu'ils ont décidé postuler, on essaie de faire cette présélection et aller à la sélection définitive pour leur recrutement sans concours. Ça veut dire s'il y a 13 personnes, on ne peut pas appliquer les 5%. On ne peut pas appliquer les 5%. Exactement. Donc le ministère décide de ne pas à ce niveau appliquer. La lecture qui est faite par la fonction publique, puisque c'est un statut, c'est un décret pour leur loi de 2007. Alors c'est au nom du ministère de la fonction publique, ils font fois plus qu'à d'autres dispositions juridiques qui sont encore plus récentes, telles que la loi 2019 et son décret 2021. Qui n'a pas dit le contraire d'ailleurs, puisqu'à ce niveau, le décret n'a pas dit... Il a parlé de 5%, il a parlé de 5%. Dès qu'il y a 20 personnes. Alors pour nous, je me dis, il faut faire la situation. Vous avez 100, ça fait 20 fois 5, on aura 5 places pour les jeunes diplômés handicapés à recruter. Maintenant, est-ce qu'ils répondent au profil, oui ou non? S'ils répondent au profil, le concours va être fait entre eux. C'est-à-dire on va essayer de faire d'énumérer des critères pour les départager, puisque je peux être du même diplôme que lui, aspirer au même poste que lui. Là, la fonction publique va s'intéresser à notre statut matrimonial, l'ancienneté, est-ce qu'on a eu à faire les services civiques. Malheureusement, ce n'est pas ce cas-là qui se passe. Ils essayent de l'appliquer en fonction de la répartition des cadres à recruter ou des corps à recruter.
Et c'est ça qui fait... Et là, on a moins de 5%. Exactement. Ça Parce risque... qu'on peut dire qu'on cherche des comptables, 13 comptables. 13 comptables. On ne prend aucune personne handicapée. Ça, c'est clair. Ensuite, on dit 7, je ne sais pas, avocats, ainsi de suite. Voilà. On peut, à ce niveau, recruter jusqu'à 200 personnes sans prendre aucune personne handicapée. Voilà pourquoi je dis c'est une lecture. Alors que vous souhaitez qu'on comptabilise tout. Exactement. Et qu'on réserve les 5% aux personnes handicapées. Alors, on est tous là pour la promotion. Je me dis si ce quota est réservé aux personnes handicapées, c'est quelque part parce qu'il a été constaté que l'égalité des chances n'était pas au jour. Monsieur Danfiroun, on voit également que la loi en question pose une condition, c'est lorsque les emplois réservés et les profils sont disponibles. Est-ce que ces profils sont réellement disponibles du côté des personnes handicapées? Effectivement, ces profils sont disponibles aujourd'hui dans tous les domaines professionnels. Vous avez des diplômés handicapés. En l'occurrence, nous avons déjà Blasi qui a fait l'anglais. Je fais l'université avec lui. Moi, je fais le droit. On en a beaucoup. Même dans la médecine, aujourd'hui, on a des diplômés handicapés. Mais est-ce qu'il n'arrive pas par moment que l'État recherche des cadres qu'on n'a pas la possibilité de trouver dans, je dirais, le rang des Pour personnes l'instant, handicapées? ça m'étonne. Jusque-là, on n'a pas eu ce cas où on dit il y a un domaine, tant que ce n'est pas le domaine militaire. Et là également, si c'est pour travailler dans les bureaux, je pense qu'on a beaucoup d'expériences qui prouvent que, par exemple, les personnes aveugles peuvent travailler au niveau des sapeurs-pompiers pour les appels. On a d'ailleurs beaucoup d'exemples comme ça. Ils sont très doués dans ce service. Donc, on n'a pas eu ce cas évident. Mais ce que je sais, il y a beaucoup de diplômés, d'ailleurs des jeunes diplômés handicapés dans plusieurs domaines. Et je voudrais revenir sur la promotion de ces personnes handicapées diplômées pour dire que si l'État se donnait la possibilité de se doter d'une disposition juridique pour faire leur promotion, on doit tous ensemble aller dans ce sens pour montrer aux autres qui ne croient pas à la capacité des personnes handicapées de savoir que ce sont des personnes qui ne sont pas nées pour être une charge pour la communauté. Au contraire, elles peuvent contribuer au développement socio-économique du pays. Et c'est en ce sens, vous prenez aujourd'hui les organisations internationales sont en train d'emboîter le pas. Je prendrai l'exemple d'abord de mon lieu de travail, le CICR, où moi, en tant que personne handicapée, j'étais recruté pour un poste pour la question, mais d'autres personnes handicapées sont en train d'être recrutées à ce niveau. CBM également est en train de faire s'inscrire dans cette logique. Aujourd'hui, HI a donné beaucoup de stages aux personnes handicapées pour les accompagner dans cette promotion. On voit même des offres d'emploi où on dit que vraiment, même lorsque vous êtes personne handicapée, c'est recommandé. Exactement. La candidature des personnes handicapées. C'est comme les candidatures féminines qui sont vivement recommandées. Exactement. C'est la discrimination positive, on dit, c'est ça? Oui. Donc, c'est pour dire que l'État est déjà accompagné par les institutions internationales, par les ONG. Donc je crois que c'est juste ensemble d'emboîter le pas pour la même marche afin que ces personnes handicapées qui ont eu à surmonter tous les défis, tous les obstacles pour étudier, avoir des diplômes légalement et dignement. Le travail maintenant doit avoir les mêmes chances. Vous l'avez rappelé dans votre introduction. L'article 26 de la Constitution nigérienne qui parle de l'égalité des chances sur des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres, ce qui concerne les libertés fondamentales et de tous les droits humains. Voilà, donc on ne doit pas être discriminé parce qu'on est personne handicapée. C'est ce qu'il faut retenir. Madame Moussa Aïchatou, directrice de la promotion des personnes handicapées au Niger, quelles sont les obligations qui reposent sur l'État dans le cadre du respect des droits des personnes handicapées et la question de leur intégration à la fonction publique? Merci, M. Michel. Donc, peut-être ce qu'il faut rappeler, notre pays est l'un des premiers pays de la sous-région qui a très tôt pensé à la promotion des personnes handicapées.
Et donc, depuis 1993, si vous vous souvenez, il y avait une ordonnance qui a été fixant les règles voilà, minimales. Les règles minimales relatives à la protection sociale. Où on dit qu'ils ont droit à l'éducation, handicapées. Ils ont droit donc, à des le Niger y a infrastructures. pensé depuis, Mhm. avant même l'avènement de la CDPH. Mhm. Donc, avec l'avènement de la CDPH, le Niger était l'un des premiers pays qui a ratifié cette Qui a ratifié convention. la convention 2 ans après. 2 ans après Mhm. la convention. Son adoption. Voilà. Mhm. Donc, après ça aussi, le Niger a pris plusieurs textes législatifs et réglementaires en faveur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Et en 2019, la loi est intervenue pour harmoniser tous les textes que nous avons au niveau national avec la Convention. Donc, cette loi-là, d'abord, l'ordonnance a prévu en son article 21. L'ordonnance de 93. De 93. Elle a prévu en son article 21 et les quotas de 5%. Parce que c'est l'article 21 qui dit que tout établissement public ou toute entreprise privée employant au moins 20 salariés est tenu de réserver un quota de 5% aux personnes handicapées. Madame la directrice, est-ce que ces dispositions sont respectées aujourd'hui au niveau de votre direction? Quel constat faites-vous? En tout cas, nous, au niveau de notre direction, nous avons comme mission de veiller à ce que ces dispositions-là soient respectées. Au niveau de la fonction publique. Mais ce qu'il faut constater, et au niveau de la fonction publique, il y a un comité qui fait ce travail-là, mais il n'y a pas une représentation de notre direction. Donc concrètement, au niveau de la fonction publique, on ne peut pas vous dire voilà comment ça se passe. Vous faites le plaidoyer. Normalement on doit faire partie en tant que direction de la promotion des personnes handicapées et la fédération aussi et les concernés eux-mêmes. Mais tout ça là, on ne fait pas partie, donc c'est la fonction publique qui fait son travail. Nous, les dossiers passent par nous, on les dépose à la fonction publique. Et après, on suit le dossier pour qu'on sache que pour ces concours-là précis, par exemple pour le concours, si on prend le concours des finances, sur les 831 agents qu'on veut recruter, et on a recruté combien de personnes handicapées? Normalement, la loi n'a pas dit d'appliquer le quota en fonction de la catégorie ou bien du grade. La loi a seulement dit 5% doit être réservé pour tout recrutement, que ce soit dans le public ou dans le privé. 20 salariés, au moins 5% des personnes handicapées. Donc sur 20 salariés, il faut au moins une Voilà, personne. donc comme M. Abdelaziz l'a dit, normalement le quota doit être appliqué aux 831 agents pour qu'on puisse avoir au moins les 40 places. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Donc il y a un grand travail à faire pour qu'on puisse obtenir améliorer. Cela. Oui. Mais la loi, le décret d'application parle également du secteur privé, les entreprises privées. Ça veut dire que ces entreprises ont également l'obligation. Ils ont l'obligation. Mais comment vous faites le suivi Maintenant, c'est ça les défis. Les défis, avant d'arriver aux défis. C'est ça les défis. Les défis, c'est surtout les secteurs privés qu'on n'arrive pas à contrôler si le quota est appliqué ou pas. Donc c'est à ce niveau-là qu'on doit faire un grand travail. Et au niveau de la fonction publique, de veiller à ce que le quota soit appliqué sur le nombre d'agents à recruter et non sur la catégorie ou bien les cadres. Et Madame la directrice générale, est-ce qu'on peut parler d'avancée en termes de respect du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger? En tout cas, on peut parler d'avancée par rapport au cadre légal. Il y a eu une avancée. Quand vous parlez du cadre légal, ça veut dire quoi? Depuis l'ordonnance jusqu'à la CDPH, la loi est depuis venue. Donc, 93. il y a une certaine volonté au niveau, au niveau des instruments. Parce que justement, depuis 93, on a prévu les infrastructures adaptées, voilà. Normalement l'accès au ministère. On peut dire que par rapport au cadre légal, vraiment, il y a eu une avancée. Maintenant, vous savez, il y a les textes. Maintenant, c'est l'application. C'est l'application. C'est au niveau de l'application qui fait parfois défaut. Oui. Monsieur le président du comité de suivi des jeunes, c'est vrai, il a rappelé l'ordonnance de 93 qui prévoit ce qu'on appelle les règles minima pour les personnes handicapées. Ça concerne le droit à l'éducation, à la santé, au niveau des infrastructures. Il est demandé à toute entreprise ou service de l'État de prévoir un lieu de passage pour les personnes handicapées. Et avec le temps, jusqu'à nos jours, selon vous, peut-on parler d'avancées réelles dans le cadre de la promotion du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger? Disons qu'au niveau du secteur public,
nous pouvons parler d'une certaine avancée, puisque il y a eu l'ordonnance 93-012, mais c'était resté seulement dans les textes. Ce n'était pas appliqué. Il a fallu que les diplômés handicapés se mobilisent pour faire organiser une marche. Que c'est ce qui avait attiré l'attention des autorités, que c'est à partir de cette période que l'application de cette loi pour la question du quota avait réellement commencé. Et qu'après l'avènement de la Convention aussi, les textes ont été harmonisés. L'État a essayé d'harmoniser à travers une loi, la loi de décembre 2019 de la Convention qui a été adoptée en 2006 et qu'il a ratifiée en 2008. Donc, nous pouvons dire qu'il y a une avancée dans le secteur public, mais dans le secteur privé, en tout cas, on est toujours à la case de départ. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de restructurer notre organisation, au lieu que ce soit le comité des jeunes handicapés chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Cette organisation va devenir bientôt le comité des jeunes handicapés diplômés. Tout court. Donc cela va nous ouvrir le champ d'intervenir aussi au niveau des secteurs privés. Donc nous avons prévu des activités de sensibilisation. Ça veut dire que le secteur privé doit respecter cette disposition légale, mais à l'heure actuelle, quand vous approchez les employeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent du secteur privé? À l'heure actuelle, on n'a pas encore pris cette initiative-là. Nous sommes en train d'élaborer tout un programme, puisqu'il faudrait commencer d'abord par les sensibiliser, pour qu'ils sachent qu'il y a des dispositions qui existent, qui leur font obligation d'employer les personnes handicapées. C'est une obligation, vous convenez, d'Amphiroun, conseiller de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Effectivement, mais je voudrais d'abord compléter Abdelaziz par rapport à la première vague des personnes handicapées diplômées qui ont bénéficié du recrutement à la fonction publique. C'était en 2007. Le gouvernement, à l'époque, a décidé d'intégrer tous ceux qui ont déposé, et d'ailleurs même ceux qui n'ont pas déposé ont été appelés pour déposer. Et le nombre était de 247 diplômés handicapés directement intégrés. 247 diplômés handicapés, intégrés directement dans tous les ministères. Pas seulement le ministère qui a sollicité le recrutement. En fonction des diplômes, le gouvernement a reparti ce nombre-là. Par rapport au privé, chose intéressante. Et je me rappelle, en 2018, j'étais encore le SCG de la Fédération. On a rencontré le patronat, le syndicat de patronat du Niger, à l'hôtel Gawai, sous le parrainage de la première dame Lalla Malika, où on les a bel et bien expliqué l'existence de la disposition de l'ordonnance 93 à son article 21. On a partagé les expériences, comment le recrutement s'est fait, et ils ont également confirmé, mais que l'idée de recruter les personnes handicapées n'était pas vraiment venue dans leur esprit. Et ils se sont engagés. Malheureusement, depuis lors, jusqu'à preuve de contraire, dans le secteur privé, il n'y en a pas de suite. Et en plus, ils sont champions dans le recrutement morcelé. Pour ça éviter, veut dire quoi quand vous parlez de le recrutement morcelé, ils vont difficilement... Ils ne prennent pas 20 personnes en même temps. Difficilement. On prend 2-3 personnes aujourd'hui, on attend un mois, 2 mois. Il lance encore un autre avis de recrutement pour prendre 7-8 personnes et finalement il échappe. Dans les dispositions juridiques, vous allez voir, la loi a prévu des sanctions. Il y a 6 mois de salaire du poste en question à pourvoir que le contrevenant est censé verser dans le caisse qui est destiné au soutien, fonds de soutien aux personnes handicapées. C'était ça la sanction. Que quelque part je trouve très allégé. D'accord? Ça devrait être une autre sanction au-delà des sanctions pécuniaires, des sanctions qui peuvent inciter les institutions, le secteur privé, telles que les exonérations. Si on fait un état de lieu, on voit que vous avez respecté le quota,
pendant 1 an ou 5 ans, l'État peut vous alléger certaines impositions fiscales. Ça, ce n'est pas des sanctions, donc de prévoir des avantages exactement. Pour les personnes qui respectent parce les dispositions légales. Aujourd'hui, si je ne veux pas recruter Abdelaziz, je serai prêt à payer les 6 mois de salaire. Et c'est le SMIC, en respectant le SMIC. Sans même parler, on ne va pas parler des avantages qui vont élever le salaire. Mais si au média, le recrutant, je serais exonéré, par exemple, de taxes, des impôts pendant 5 ans, mais je vais recruter 10 Abdelaziz, pas lui seul. Il faut qu'on aille dans ce sens, à mon avis. La loi pouvait aller dans ce sens et ça peut motiver beaucoup à le faire. Et quand vous prenez les organismes internationaux, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que moi, ce que j'ai vu au niveau du CICR en 2019, quand j'étais recruté, c'est suite à mon recrutement qu'ils ont rendu les locaux accessibles. Rampe d'accès au portail principal, 2 autres rampes à l'intérieur, et nous avons tout fait pour maximiser les bureaux qui sont fréquentés par les personnes handicapées au rez-de-chaussée, avec un dispositif de fauteuil pour celui qui en a besoin. Un parking réservé. Moi, actuellement, je suis le seul parmi les employés résidents nigériens qui a un parking du fait de mon handicap. Maintenant, quand je voyage, on partage ça parce que le recrutement des personnes handicapées continue. Voilà pourquoi je pense que le secteur privé doit arrêter de penser comment je vais faire quand je recrute une personne handicapée. Il doit penser à la recruter d'abord. En ce moment, ensemble, ils vont voir la solution pour adopter son environnement de travail. Et ça va être une belle surprise. Parce que de l'expérience que j'ai, les personnes handicapées dans le travail, ils le font toujours avec un défi. En se disant, quand j'échoue, la communauté va tout simplement dire c'est parce que je suis une personne handicapée que j'ai échoué. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois être 3 fois meilleur ou plus même que la personne non handicapée afin de préserver ma dignité dans le travail pour lequel je suis là. Merci, M. Dan Firoun, conseiller à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Et nous allons terminer le forum de ce soir avec les défis qui restent à relever pour un meilleur respect du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger. Madame Moussa Ishatou, directrice de la promotion des personnes handicapées, quels sont ces défis les plus importants qu'il y a lieu de relever le plus vite possible? Ok, monsieur Michel, merci. Et donc, par rapport aux défis, on peut parler de l'implication de toutes les parties prenantes et en ce qui concerne le recrutement des personnes handicapées. Donc, et les ministères en charge des questions du handicap doivent être impliqués et la Fédération nigérienne des personnes handicapées doit être impliquée et les diplômés eux-mêmes, à travers leur organisation, ils doivent être impliqués pour savoir comment réellement et le quota est appliqué. Comment les comités fonctionnent au niveau de la fonction publique. C'est à ce moment-là, s'il y a des insuffisances, on peut chercher à les solutionner. L'ordonnance de 93 oui, a prévu un comité technique national. Est-ce que ce comité existe? Ce comité existe, mais ce comité n'est pas fonctionnel. Cette année, en 2023, et nous avons prévu 4 réunions pour dynamiser le comité. Donc, c'est surtout le comité national pour la promotion des personnes handicapées. C'est ça, c'était prévu ça qu'on a en tout voulu cas. dynamiser pour l'année 2023. Et après, on a prévu une réunion par trimestre pour qu'on puisse dynamiser ça. Et au niveau des régions aussi, il y a 8 comités régionaux qui ne sont pas encore aussi fonctionnels. Donc tout ça, c'est à améliorer. Tout ça, c'est à améliorer. Et d'autres choses, c'est par rapport au secteur privé, comme je l'ai dit tantôt. Il y a un travail qu'il faut faire en amont pour amener le secteur privé et à pouvoir appliquer le quota de 5%. Merci beaucoup. Il y a donc beaucoup de défis. Monsieur Ali Abdelaziz Amani, est-ce qu'il y a des obstacles socio-culturels qui freinent la prise en compte de ce droit à l'emploi des personnes handicapées de votre point de vue? En tout cas, le grand défi que nous notons, c'est surtout, comme l'a dit Madame la directrice,
la non-implication des parties prenantes au niveau du comité là. Donc, notre souhait est que le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, les diplômés handicapés eux-mêmes, la Fédération nigérienne des personnes handicapées, qu'ils soient tous représentés au niveau de ce comité-là, pour qu'ensemble ils puissent faire un travail sain et fiable. C'est vrai, parce qu'à la fonction publique, ils disent qu'ils respectent le quota, mais vous souhaitez mieux que ce qui est fait actuellement. Et il faut rappeler que l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006, ratifiée par le Niger en 2008, demande aux États partie de, je cite, permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès au programme d'orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général. À votre niveau, ou disons au niveau des personnes handicapées, comment vous trouvez cette formation professionnelle dont bénéficient les personnes handicapées au Niger? En ce qui concerne la formation professionnelle, il y avait un fonds dénommé Fonds national de soutien aux personnes handicapées, donc, qui a été créé par une ordonnance. Donc, ce fonds-là, dans ce fonds, il y a un volet qui est spécialement dédié à la prise en charge de la formation professionnelle des personnes handicapées. Donc, la personne handicapée qui désire suivre une formation, qu'elle monte son dossier, elle dépose. Quel que soit le handicap. Parce que le parfois, handicap, la formation coûte cher, oui, puisqu'on a des cas où la personne devient bachelière, parfois même avec mention, mais il faut aller à l'extérieur. Quand la personne n'est pas boursière, c'est un peu compliqué. Toutes ces difficultés, c'est ça? C'est compliqué, mais au plan national, en tout cas, la prise en charge était effective quand il s'agit de la formation professionnelle. Quand la formation est locale, puisque les personnes handicapées sont boursiers de l'État. C'est mis à part la bourse même, qui a le Fonds national de soutien aux personnes handicapées dont je parlais, qui prenait en charge les frais de scolarité des personnes handicapées. Moi, personnellement, je connais beaucoup de camarades qui ont bénéficié de cette prise en charge-là. Donc, mais un triste constat, c'est que ce fonds-là n'existe plus maintenant. Donc, qu'à partir du moment où ce fonds n'existe plus, donc on a la question de la formation professionnelle. En tout cas, ça aussi, ça n'existe plus. Donc, il y a lieu de faire des efforts à ce niveau également. Oui, là, l'effort qu'il y a lieu de faire, c'est de faire le plaidoyer pour que ce fonds-là soit réhabilité. Oui. J'ai envie de vous demander, Madame la Directrice, le fonds-là, c'est à votre niveau, la gestion? Le Fonds national de soutien aux personnes handicapées, c'était logé au niveau du ministère de la Population. Oui, votre ancien ministère de tutelle. Voilà. Et maintenant, il y a eu une fusion. Depuis la fusion, les fonds étaient suspendus, bien avant même la fusion. Et je crois que les fonds étaient suspendus en 2018. Et c'est après... Et le fonds n'existe plus, c'est ça? En tout cas, le fonds est suspendu. On a fait le plaidoyer pour qu'on puisse ouvrir ça. Jusque-là, ce n'est pas réhabilité. Monsieur Danfiroun, merci beaucoup Oui. pour l'éclairage. Conseiller de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors pour réussir à améliorer la situation des personnes handicapées et en particulier leur accès à l'emploi et à la fonction publique de façon particulière? Je voudrais revenir sur la question sur le défi socio-culturel dont vous avez évoqué pour juste dire que il va falloir que la communauté, je veux dire la population nigérienne, si vous voulez, les cadres, comprennent que les personnes handicapées sont des personnes capables. Du simple fait que quand une personne arrive à faire ses études, avoir son diplôme,
on ne peut pas penser qu'elles ne peuvent pas être utiles dans une administration. Elles sont capables. Parce que le regard qui est là, c'est dû à notre culture. Nous savons bel et bien au Niger, on a de la pitié pour les personnes handicapées. Malheureusement, ça fait de ces personnes-là des victimes. On pense beaucoup plus à les assister. Voilà, qu'elles sont des personnes à charge. Exactement. Alors qu'on pouvait leur donner cette possibilité de montrer de quoi elles sont capables. Il y a beaucoup de domaines, de métiers, même au niveau de la fonction publique, qui certains pensent qu'on ne peut pas être utile, on ne peut pas contribuer, en oubliant que la personne elle-même non handicapée ne peut pas tout faire. Elle a aussi ses limites. Chacun dans la vie apporte à des limites. Chacun... Un locomoteur, par exemple, ses limites, c'est que les membres ne fonctionnent pas bien. C'est la mobilité. C'est juste la mobilité. Mais le cerveau fonctionne très bien. Exactement. Et aujourd'hui, avec la technologie, quelle que soit la catégorie du handicap que la personne porte, la technologie est venue dans son accessibilité infinie, rendre ses tâches possibles et aussi faciles. Donc c'est ce regard-là. Il faut que la société arrive à comprendre que les personnes handicapées diplômées sont aussi capables de contribuer. Et comment relever tous ces défis, puisque nous sommes vers la fin de ce forum? Il ne nous reste que quelques minutes. Moi, à mon avis, je pense qu'il y a lieu de faire un état-major sur la question, surtout pour l'employabilité des personnes handicapées, pour réunir non seulement les acteurs étatiques, mais aussi les partenaires de l'État, pour qu'ensemble, on ait un même slogan pour aller vers le respect de ces dispositions juridiques et aller vers la véritable promotion des personnes handicapées, qui à leur tour revient à prendre en charge même des personnes non handicapées dans leur famille, du fait du travail, du métier là qu'ils vont en avoir. Alors, par ricochet, ça pourrait contribuer à la lutte contre la mendicité. Exactement. Et au développement socio-économique du pays, c'est ça? Exactement. Donc, à mon avis, c'est cet état-major-là qui peut donner la possibilité de s'asseoir et s'entendre sur des principes que, d'ailleurs, on pouvait aller dans le sens que dès que la personne handicapée arrive à avoir son diplôme, si elle désire travailler pour l'État, qu'elle ait directement accès à cette fonction publique. C'est une possibilité. On est à 20 millions, on parle de... 25 millions environ. On parle de 4,2%. Qui, si on met toute estimation faite, on n'atteint pas 2 millions. Et ce n'est pas ces 2 millions qui sont diplômés. Peut-être vous aurez peut-être 500, 600 diplômés seulement. On peut les absorber dans le secteur public et privé. Mais pour moi, la promotion doit commencer au niveau de l'État, puisque le secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner ce que l'État fait. Exactement. L'État est le premier porteur d'obligations. Exactement. Madame la directrice, pour terminer, avez-vous un appel ou un mot sur les perspectives que vous avez pour réussir à améliorer le plus vite possible cette situation? En tout cas, l'appel que je lance, c'est à tous les acteurs qui interviennent dans les domaines, et que ce soit le côté État, et les ONG, les associations et les personnes handicapées elles-mêmes. Donc je les appelle pour une synergie d'action, pour qu'on puisse savoir de chaque côté qu'est-ce qui se passe, pour qu'on puisse harmoniser et aller de l'avant. Et pas en rang dispersé. Pas en rang dispersé, il faut une synergie d'action. Merci donc à vous, Madame la directrice. Il faut donc une synergie d'action. Et c'est avec cet appel de votre direction que nous terminons le forum de ce soir qui a eu pour thème intégration des personnes handicapées à la fonction publique au Niger, avancées et défis. Nous avons compris qu'il y a eu donc des avancées depuis l'ordonnance de 93 qui prévoyait les règles minima qu'il y a lieu de respecter dans le cadre de la promotion des droits des personnes handicapées jusqu'à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 ratifiée en 2008 par le Niger. Il y a eu ensuite la loi de décembre 2019 accompagnée par un décret d'application de 2021 qui prévoyait un quota de 5%. Donc en termes de législation, il y a eu beaucoup d'avancées. Cependant, nos intervenants
souhaitent, par exemple, le quota au niveau de la fonction publique. Ils souhaitent que les 5% soient respectés, quel que soit le nombre de personnes à recruter, contrairement à ce qui se fait actuellement. Il y a également le fonds qui vise à soutenir les personnes handicapées qu'ils souhaiteraient voir actifs. Les attentes, en tout cas, de nos invités sont immenses afin que les droits des personnes handicapées et en particulier leur droit à l'emploi, qui est une obligation légale pour les entreprises publiques et privées, soient respectés. Merci en tout cas à nos invités. Il s'agit de Madame Moussa Aïchatou. Elle est la directrice de la promotion des personnes handicapées et de l'inclusion sociale au ministère en charge de la santé publique et de la population. Notre deuxième invité est M. Hamani Ali Abdulaziz. Il est le président du comité des jeunes chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Notre troisième invité est M. Munkeil Danfiroun. Il est conseiller à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il est également conseiller à l'inclusion des personnes handicapées au niveau du comité international de la Croix-Rouge CICR. Nous avons également invité à ce forum le ministère en charge de la fonction publique qui n'a pas répondu à notre lettre d'invitation. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. À la modération, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Issa Lawali et Mustapha Ayouba. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.